J'ai tout fait pour m'en sauver, mais ça n'a pas fonctionné. Merci tout de même. Il me fait plaisir de venir vous présenter les résultats, l'aboutissement de 2 ans de recherche sur la susceptibilité de présence d'amiante dans le socle rocheux au Québec. Et le mot socle rocheux est bien important, là. Donc, ce n'est pas une étude qu'on a faite sur les sols ni sur les remblais, c'est bien dans le socle rocheux. Donc, c'est une présentation. Donc, je vous présente le plan de la présentation. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Voilà. Donc, les objectifs du projet. L'amiante, c'est quoi? Mais on s'est déjà vu l'an dernier. Je vous en avais parlé un petit peu déjà. Puis je pense que beaucoup de gens le savent, donc on passera rapidement. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter la méthodologie. Donc, de quelle façon nous avons fait pour produire cette série de cartes qui définit la susceptibilité de présence d'amiante à l'échelle du Québec. Donc, c'est une méthodologie qui est inspirée de celle du BRGM et qui... merci. Et qui, que nous avons adapté et qui considère plusieurs critères là, pour lesquels je vais pouvoir vous expliquer tout ça en détail. Et finalement, bien sûr, je vais vous présenter le résultat. Vous avez eu certainement la chance de voir qu'au fond de la salle, il y a quelques cartes imprimées. Donc, c'est un échantillon des cartes que nous avons produites. Alors, en réalité, on a produit une vingtaine de cartes là, pour couvrir l'ensemble du territoire québécois. Les objectifs étaient principalement de combler, à notre avis, un manque de connaissances au point de vue de la présence d'amiante. À quel endroit peut-on retrouver de l'amiante au Québec? Et moi-même, au départ, j'avais certaines hypothèses. Bien sûr, on pense tout de suite à la région de Thetford et Val-des-Sources. Mais éventuellement, en appliquant une méthode systématique, plusieurs zones ailleurs au Québec apparaissent. Donc, on voulait améliorer la connaissance sur la présence d'amiante dans le socle rocheux au Québec. Développer une méthodologie aussi pour ce faire, qui est adaptée au contexte de la géologie québécoise et produire finalement un outil cartographique. Donc, pour diffuser l'information à tous, de rendre accessibles les données beaucoup plus facilement. En chiffres, c'est peut-être un peu petit, mais voilà, donc on a travaillé 1 an et demi pour le traitement des données géoscientifiques, 2 professionnels de recherche avec Camille, que vous avez eu la chance de voir tantôt. Et on pourrait l'applaudir aussi, elle a bien travaillé. En plus, c'est sa dernière journée aujourd'hui, donc voilà. Merci Camille. Beaucoup de traitements de données, énormément d'informations, des enjeux au point de vue des bases de données, du volume que ça représente. Donc, 3209 gigs de données, ça ne rentrait même pas sur mon ordinateur, donc il fallait par moment fonctionner avec des données sur les clouds. Aujourd'hui, c'est la 4e version de notre cartographie qu'on vous présente. C'est une version qui est très affinée. L'an dernier, j'avais présenté des résultats préliminaires, mais maintenant, c'est vraiment le résultat final qu'on vous présente. Donc, qui est basé sur l'analyse de 208 anciens gîtes et indices d'amiante qu'on retrouve ici au Québec. Une centaine de documents de référence, puis on a classifié, là, pour vous dire, 135 000 entités géologiques sur la carte. Donc, l'amiante, c'est minéraux à l'habitus fibreux. Un mot pour vous dire qu'effectivement, nous avons considéré tout type d'amiante. Vous avez en haut l'amiante chrysotile de couleur un peu plus verte là, dans une serpentinite.
Mais aussi, dans le cadre de ce projet, nous avons considéré tout type d'amiante, donc incluant les amphiboles. Et là, je vous jure, M. Camus, je n'ai pas copié votre présentation, là. C'est exactement le même schéma. Et voilà, donc on a considéré l'amiante de type serpentine, le chrysotile, mais les amiantes de forme amphibole également, donc amosite, trémolite, crocydolite, actinolite et anthophilite. Pour dire ici, la seule forme d'amiante qui a connu l'exploitation au Québec, dans une quarantaine de mines, là, on en a répertorié 48 mines dans plusieurs régions du Québec, je reviendrai. C'était toutes des mines de chrysotile, bien que parfois, dans des analyses ici au Québec, on va retrouver un peu d'amosite ou de crocydolite. Ce ne sont pas des amiantes qui ont été exploitées ici au Québec. On peut l'en retrouver dans des matériaux de construction, mais qui ont forcément été importés donc, de l'étranger. Donc, rapidement, l'amiante serpentine à gauche, donc du type phyllosilicate sous forme de feuillet, et l'amiante des amphiboles en haut à droite, donc sous forme de double chaîne, un silicate sous forme de double chaîne de tétraèdre de silicium. Et vous avez donc cette forme minéralogique qui va vraiment s'exprimer sur l'habitus de la fibre, donc l'amiante chrysotile qui est un peu plus frisée ou ondulée et les autres qui sont beaucoup plus droites. Alors, on a considéré tout type d'amiante dans le cadre de ce projet. Le modèle qui nous a le plus inspiré est certainement celui du BRGM, bien qu'il existe d'autres études comparables, qu'on va dire plutôt de NOA, là, Natural Occurring Asbestos, comme aux États-Unis. C'est une démarche qui a été faite aussi. La démarche du BRGM était très bonne également. Donc, sur cette base-là, ça nous a servi d'inspiration pour notre méthodologie, qui se basait, elle, sur 3 critères, donc la lithologie, la minéralogie et l'intensité, le type de déformation, donc le degré de métamorphisme. Et donc, on a retenu ces critères-là, mais toutefois, pour nous, bon, il a fallu adapter un petit peu. Alors ici, ce que vous voyez là, dans les tableaux, ce sont tous les termes lithologiques et minéralogiques proposés par le BRGM. Donc, les noms des roches qui sont associées à l'amiante, le nom des minéraux associés à l'amiante. Et chacun de ces termes-là a été pondéré en fonction de son affinité avec l'amiante. Et donc, ici, c'est un échantillon des termes qui ont été retenus. Dans notre cas, donc, on a effectivement retenu les critères de lithologie, de minéralogie, mais en plus, au Québec, on a cette particularité où on a eu une exploitation d'amiante très soutenue. Donc, associé à cette exploitation-là, il y a eu en parallèle des efforts d'exploration. Donc, à une certaine époque, dans les années 50, 60, 70, on recherchait beaucoup l'amiante. Il y a beaucoup de rapports géologiques qui ont été rédigés. Puis, il y a cette liste-là d'indices et gîtes d'amiante, donc 208 indices et gîtes qui sont décrits. Donc, ce sont des zones anomaliques où on retrouve des concentrations supérieures en indices et en amiante, sur le chrysotile surtout. Ici, la photo du Québec, en fait, c'est les différentes provinces géologiques. Et bien entendu, la géologie ici, elle ne s'est pas mise en place de la même façon qu'en France. On a un contexte, donc la roche s'est formée ici de façon totalement différente. Et d'ailleurs, la roche ici est beaucoup plus vieille. Donc, en France, on a une roche qui va avoir, pour les plus vieilles roches françaises, vont avoir 2,7 milliards d'années, alors qu'ici, au Québec, on a des roches qui atteignent l'âge vénérable de 4,3 milliards d'années.
Ce qui fait qu'il y a certaines roches, un volcanisme particulier dans des ultramafiques comme des comatiites. Ce sont des roches qu'on ne retrouve pas en France, donc il a fallu, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais adapté un petit peu en fonction de notre réalité ici. L'autre critère, le dernier à la fin, donc structure, faille. Malheureusement, au Québec, la cartographie du métamorphisme est plus disparate, l'information est discontinue, puis c'était difficile pour nous d'appliquer le critère du degré de métamorphisme comme ils l'ont fait en France. Alors, nous, on a une approche où on s'est basé plus sur les structures, les failles à ce moment-là. Donc, les indices et gîtes d'amiante, vous voyez sur la carte du Québec où sont répertoriés ces indices-là. Bien sûr, il y en a beaucoup dans les Appalaches, mais il y en a aussi dans les Laurentides, en Outaouais, en Abitibi, au nord du Québec, en Gaspésie, puis dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on a vraiment fouillé de l'information dans toutes ces fiches d'indices et gîtes et pour, en fait, détailler la grosseur de ces gîtes et la nature aussi d'amiante qu'il y avait à l'intérieur de ça pour éventuellement dessiner des pastilles à l'échelle sur la carte qui sont proportionnées en mètres selon la longueur du gîte ou de l'indice, là, donc de la zone anomalique en amiante. Donc, c'était, à l'exception d'un gîte là, comme tel, il y avait la plupart qui étaient des gîtes de chrysotile. En fouillant ces fiches-là, on s'est rendu compte qu'il y a 2 gîtes qui étaient plutôt du crocydolite, qui n'ont pas été exploités, qui sont dans le nord du Québec, dans la fosse du Labrador au nord de Shefferville, et un indice de trémolite aussi dans Bellechasse. Donc, pour les mentionner, mais le reste, c'était tous des indices de chrysotile. Alors, pour l'analyse des lithologies, on a retenu la pondération et tous les termes lithologiques proposés par le BRGM, mais en plus, il a fallu adapter puis ajouter plusieurs termes géologiques. Alors, ce que vous avez comme tableau ici, c'est de la façon dont on a procédé. On voulait que notre démarche soit 100% reproductible et absolument objective. Alors, ce qu'on a fait, c'est de construire des expressions de recherche et de demander, là, avec un algorithme, de trouver dans la base de données des 135 000 zones géologiques, de trouver ces termes-là. Et à chaque fois que le terme était trouvé pour une zone géologique, on lui attribuait une pondération donc pour la lithologie, donc pour le type de roche. Alors, vous avez quelques exemples ici, mais c'est seulement le début du tableau là, qui contenait 58 types de roches, donc spolin, schistachlorite, dolérite, lamprophire, des types de roches qui sont très faiblement associés à l'amiante, mais qui peuvent être associés au contexte géologique qui peut en contenir. Pour adapter notre liste de lithologie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la démarche d'inspecter chacun des indices et gîtes du Québec et d'aller observer autour de ces indices-là quel type de roche il y a. Donc, et on a fait une liste pour tous les indices et gîtes pour s'assurer que la liste des lithologies retenues contenait l'ensemble des lithologies pour lesquelles on peut contenir de l'amiante. Alors, dans ce cas-ci, au nord de Chibougamau, une zone de faille dans des péridotites, gabbro, pyroxénite et dunite. Donc, ce sont toutes des roches qui peuvent ressembler un peu aux roches qu'on retrouve ici dans la région. Pour les lithologies, alors, à la fin, on a obtenu une couche d'informations sur les 4 qui vont composer la couche finale des lithologies. Alors, ça, c'est sur la base strictement de la définition de la roche, sur le nom de la roche comme telle. Alors, on a cette carte ici où on voit bien le contexte géologique des Appalaches,
mais aussi où on remarque dans le Grenville, qui est une des provinces géologiques du Québec, qui est au nord du fleuve, des zones qui sont passablement colorées. On a fait le même exercice du point de vue minéralogique, c'est-à-dire la description des minéraux contenus dans la roche. Alors, bien sûr, là, si on avait des termes qui apparaissaient comme grunérite, amosite, trémolite, chrysotile, antigorite, cummingtonite, donc tous des minéraux qui sont, dans ce cas-ci, soit des polymorphes d'amiante ou donc, qui ont cristallisé dans une forme différente que sous forme fibreuse, mais qui peuvent avoir la même composition chimique. On a classifié ça comme étant élevé, puis on avait une gradation selon le type de minéraux, plus ou moins associés à l'amiante, jusqu'à des minéraux faiblement associés à l'amiante. Donc, on a fait la même chose pour la minéralogie, puis la minéralogie nous a donné une autre couche d'informations, donc où on a extrait les zones géologiques qui sont potentiellement susceptibles de contenir de l'amiante. Donc, pour pallier au manque de données sur la déformation, le métamorphisme, on a analysé les structures, on a analysé les failles qui sont associées aux gîtes et indices d'amiante. Alors, sur l'image de gauche, on voit tous les indices qui sont les points verts et rouges, là. Et on voit aussi une ligne rouge très mince qui passe tout près de ces indices-là. Donc, on a sélectionné une zone de faille, plusieurs zones de faille, en fait, qui étaient associées au contexte géologique de l'amiante. Et ensuite de ça, on a fait un peu de géostatistique. On s'est rendu compte que la grande majorité des indices et gîtes d'amiante étaient très proximaux à ces failles. Puis, après ça, on a classifié, donc on a fait des zones, plus on s'éloigne de la faille, moins on a de chances de trouver de l'amiante. Et ça nous a donné une troisième couche d'information qui est celle-ci, pour la région d'ici, donc de l'Estrie, centre du Québec, Chaudière-Appalaches. Mais partout au Québec, on a cette information-là, donc on a une autre couche d'information. Oui, donc voilà, ça c'était la quatrième couche d'information. Et cinquièmement, parallèlement donc à la démarche, on a eu un peu de temps aussi pour cartographier les sites miniers. Donc on avait 48 sites miniers répertoriés, certains qui ont exploité de l'amiante de façon très artisanale au début des années 1900, où les tonnages étaient tellement faibles que ça n'apparaît pas sur la carte. Donc, 42 sites ont été cartographiés, donc c'est-à-dire l'étendue des haldes et des fosses, donc à la fois par l'imagerie LIDAR puis par la photo aérienne. On a été capable de dresser une couche d'informations supplémentaire qui, d'ailleurs, est représentée sur les cartes, là. Donc, voilà. C'est que ça, c'est la mine de Norbestos, qui est au nord d'ici, qui est à cheval sur l'Estrie et le centre du Québec, la seule mine d'amiante du centre du Québec. Donc, le résultat, une couche d'informations supplémentaire qui, je pense qu'elle sera pertinente pour plusieurs utilisateurs, donc qui va être disponible aussi sur la cartographie. Alors, une fois qu'on a obtenu ces 4 couches d'informations-là, on a utilisé un algorithme sur le logiciel de cartographie là, qui est QGIS, donc un système d'information géographique qui permet une sommation pondérée. Donc, chacune de ces zones-là a sa propre pondération, mais on peut faire, si vous voulez, comme une espèce de sandwich de couches d'informations et les additionner pour éventuellement obtenir le résultat final, qui est la cartographie de la susceptibilité de la présence d'amiante au Québec. Alors ça, c'est l'ensemble de la province. Et ici, un peu plus sur le sud du Québec. Voilà, donc on a imprimé quelques cartes là, pour vous aujourd'hui,
mais l'ensemble du territoire québécois a été cartographié, donc il va être disponible sur le site web de l'ONA dans nos publications. D'ailleurs, je pense qu'on a mis ça en ligne ce midi. Fait que ça va être effectivement fonctionnel dès aujourd'hui. Et donc, le résultat final, le voici. Donc, des zones qui varient donc de très faiblement susceptibles de présenter de l'amiante à donc des zones plus élevées. Et la façon dont je trouvais que le libellé aussi qui l'explique bien, ben, on a les zones très faiblement susceptibles de contenir de l'amiante. C'est hautement improbable de trouver de l'amiante dans ce secteur-là. Dans les zones très pâles, c'est hautement improbable, mais ce n'est pas impossible. Dans les zones blanches qui ne sont pas cartographiées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information qui nous permet de conclure qu'il peut y avoir de l'amiante dans ces secteurs-là. En d'autres termes, c'est géologiquement impossible de contenir de l'amiante dans les zones blanches sur la base des données que nous avons analysées. Donc, si éventuellement d'autres données venaient à notre attention, bien, à ce moment-là, on pourrait réviser tout ça. Je voulais vous présenter ça ici, là. Donc, c'est que les zones de susceptibilité élevées. Et je pense que c'est là qu'il faut porter une attention particulière. C'est dans ces zones-là qu'il est probable de trouver de l'amiante. Il faut dire que des gros gisements qui ont été exploités ici au Québec contenaient de l'ordre de 5 à 6 % d'amiante dans des gros gisements. Puis dans des cas les plus concentrés, on parlait d'une dizaine, quinzaine de pourcentage d'amiante chrysotile. Donc, ça reste quand même des teneurs, dans certains cas, qui sont assez faibles. Et tout ça pour dire que les zones qui sont cartographiées comme étant en susceptibilité moyenne, faible et très faible, bien, à ce moment-là, on va descendre en termes de pourcentage. Là. Il faut tasser la virgule à chaque fois. Puis éventuellement, dans des zones très faibles, on parle de quelques ppm possiblement. Puis, vu l'hétérogénéité de la géologie, on pourrait avoir un forage à un certain endroit qui traverse une zone avec un peu d'amiante. Puis, pour des dizaines d'autres forages à proximité, on n'en trouve pas. Donc, voilà. Donc, le résultat final est présenté sous forme de cartes PDF qui sont disponibles sur le site web de l'ONA. Elles sont en très grand format, vu la quantité d'informations qu'il y avait. Là, donc, on a cartographié à l'échelle 250 000. Et puis, donc, c'est ce format-là que vous avez ici sur le mur. Puis, on a aussi la cartographie en ligne, donc compatible avec n'importe quel ordinateur ou même vos téléphones cellulaires et les tablettes. Alors, le lien vous permettra d'aller consulter l'information en ligne. Donc, voilà. Je vais conclure, si vous permettez. Donc, l'amiante est présente dans divers contextes géologiques au Québec. Bien entendu, tout le contexte des ophiolites appalachiennes, donc le contexte qu'on a ici dans la région, de l'Estrie, centre du Québec, Chaudière-Appalaches, mais ça s'étend jusqu'au Bas-Saint-Laurent puis à la Gaspésie. On a la région des Hautes-Laurentides aussi, et de la Haute-Lanaudière qui ressort beaucoup. En Abitibi, plusieurs zones à susceptibilité moyenne et élevée. Côte-Nord, dans le secteur de Chibougamau aussi. D'ailleurs, dans le lac Chibougamau, il y a une île qui s'appelle l'île de l'amiante. Puis, il y avait des projets qui étaient assez avancés là, en termes de possibilités d'exploitation, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Le nord du Québec, bien sûr, la fosse du Labrador, l'orogenèse du Nouveau-Québec et bien d'autres. Donc, sur la cartographie, je pense que l'information est quand même assez claire. Un petit mot sur l'habitus, la morphologie des minéraux du groupe des serpentines et des amphiboles. Dans les bases de données consultées,
on retrouvait, par exemple, des termes comme roche calco-silicatée à trémolite ou, disons, marbre dolomitique à actinote. Par contre, on n'a pas de détails quant à la forme du minéral. On sait que c'est de l'actinolite, on sait que c'est de la trémolite, mais on ne sait pas si elle est sous forme prismatique ou si elle est sous forme fibreuse. Les amiantes amphiboles peuvent se présenter sous forme prismatique, non fibreuse, mais elles peuvent se présenter aussi sous forme fibreuse. Alors, nous, on estime que si la roche détaille, donc de façon explicite, qu'elle contient de l'actinolite ou de la trémolite, bien, on estime que la probabilité de retrouver des fibres est supérieure. Donc, on l'a interprété de cette façon-là. Malheureusement, cette cartographie-là ne détaille pas l'amiante dans les dépôts de surface et dans les remblais, donc dans les sols. Notre cartographie est sur le socle rocheux. Et donc, le socle rocheux, lui, ben, il peut se retrouver plusieurs mètres sous des dépôts de sol, sous de la terre. Ben, à ce moment-là, c'est sûr que ça vient impacter le risque à ce moment-là. Donc, c'est potentiellement des roches qui sont très profondes sous terre. Là. Donc, voilà. Donc, les résultats présentés sont une susceptibilité de présence d'amiante, c'est une probabilité, ce n'est pas une certitude. Donc, dans les zones de susceptibilité très faible à faible, il est hautement improbable à improbable de retrouver de l'amiante. Dans les zones à susceptibilité très faible à élevée, c'est-à-dire dans toutes les zones cartographiées, il n'y a aucune garantie de retrouver de l'amiante. Donc, seulement une validation de terrain viendrait le confirmer. Le risque implique une présence humaine et une exposition, je tenais à le mentionner. Donc, si ces roches-là sont vraiment loin puis qui ne font pas l'objet de travaux, bien, à ce moment-là, voilà, je pense que, bien entendu, certains travaux majeurs qui viendraient donc brasser la roche, la casser, la broyer, émettre des poussières, bien, à ce moment-là, il y aurait des actions à prendre. Le roc est parfois profond, le roc est parfois affleurant, donc il n'est pas impossible d'avoir certaines zones où ce roc-là, qui est cartographié, est directement à la surface. Et bien sûr, j'aurais aimé vous cartographier aussi les dépôts de surface, mais on n'avait pas d'informations à ce sujet. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma présentation. Merci beaucoup.